J'ai pas pleuré. J'ai pas pleuré. Voilà. Le tombeau des Lucioles, 1988, encore d'Isao Takahata et adaptation d'une nouvelle écrite par Akiyuki Nosaka en 1967. Qui l'a lu ici? Levez la main. 2 de ce que je pensais. Été 1945 dans la ville de Kobe. Seita, sa sœur Setsuko et leur mère, qui n'a pas de nom, survivent comme ils le peuvent au bombardement américain. Leur père étant officier dans la marine, donc parti pour la guerre. Seita aime beaucoup sa sœur et veut devenir lui-même soldat. Setsuko aime beaucoup son frère et a une santé fragile. Et leur mère les aime beaucoup tous les deux. Putain, vous êtes tellement trop heureux ensemble pour pas tous crever. Ah bah ça a été plus vite que je pensais. Et du coup, après qu'un bombardement incendiaire ait fait des saucisses grillées de la maman veuve ou c'est tout comme qui est kidnappée et ou morte au début du film pour que les gamins soient livrés à eux-mêmes, la fratrie est recueillie par leur tante à Ishinomiya. Mais malgré tout, ils vont devoir apprendre à survivre seuls à la guerre. Ce film est un chef-d'œuvre. Voilà, il avait pas besoin de mon avis pour l'être, hein, tout le monde le dit, mais c'est un chef-d'œuvre. Parce que mes yeux n'ont pas pleuré, mais ils savent quand même reconnaître un grand film. Bon, pour commencer, je trouve l'histoire d'une fluidité exemplaire malgré son sujet et son ton assez lourd. Dans les autres Ghibli, dont ceux que je découvre avec ces vidéos, il y a toujours énormément d'histoires qui donnent des actes et des séquences très denses. Il se passe toujours 30 000 choses à la minute et les personnages parlent énormément. Même dans le conte de Kaguya où ça fait quasiment que parler, bah ça parle quand même et donc on avale 100 km d'infos à la seconde. Dans ce film là, toute l'histoire est transmise par le visuel et les non-dits. On te fait pas des monologues de 5 minutes pour te dire que les personnages sont tristes, on te le montre avec beaucoup de subtilité. Ça va faire pompeux à dire, mais j'ai trouvé le film vraiment complexe en fait. Dans le sens où tu seras vraiment chamboulé au premier visionnage sans pouvoir trop l'expliquer. Mais ensuite il t'ouvre une porte de réflexion vraiment énorme sur le traitement de l'image, qui est simple dans la composition, genre là, mais très expressive. Pour parler plus simplement, c'est à la fois limpide, mais tellement que ça en devient discret. Et ce côté photographique, ça donne non seulement un cachet assez unique au film, mais en plus ça renforce l'aspect réaliste, limite documentaire. Ce qui n'est pas plus mal pour une histoire en partie autobiographique. Mais comme un exemple vaut mieux qu'un paragraphe, il y a une scène que je trouve absolument magistrale à ce niveau, l'une des meilleures même. C'est quand les gamins apprennent plus ou moins que la mer est claquée. On n'a pas de grandes envolées poétiques ou épiques, pas de gros plans pour appuyer une animation déformée avec une musique triste, mais juste les réactions humaines de deux enfants, l'une n'ayant pas d'autres armes que ses pleurs, et l'autre tentant de cacher sa peine et de garder la tête haute pour sa sœur, parce qu'il sait que s'il craque, c'est terminé pour eux deux. Tout ça sous un silence assourdissant causé par les débris de maison en arrière-plan, et qui ne se change en musique que pour fluidifier la transition. D'ailleurs, ça résume tout à fait le dilemme de Seita tout le long du film. Je veux dire, le gars a tout perdu, mais il doit quand même protéger sa petite sœur avec le peu qui lui reste, alors que c'est un gamin fragile qui fait des erreurs et qui prend des mauvaises décisions. Et du coup, on met un poids tellement cru, mais tellement réaliste sur lui que t'es obligé de compatir. Même si tu l'aimes pas forcément, t'aimes pas son caractère ou quoi, t'es obligé de te dire que putain, ce gars en chie. Bon, à côté de ça, Setsuko, c'est le gimmick typique de la japanime du truc mignon à protéger, qui marchera immédiatement sur les spectateurs parce que bah elle est mignonne quand elle est contente et elle fait de la peine quand elle est triste. Si on accepte ça, sa personnalité est assez effacée derrière celle de son frère d'ailleurs. On ressent bien leur complicité à travers pas mal de moments, mais sinon elle brille jamais en solo. Mais pour le coup, ça m'a pas trop gêné parce qu'elle est pas censée être proactive dans l'histoire. Elle est juste là pour avoir des réactions ingénues et naïves aux événements. Que ce soit chialer quand on veut vendre les souvenirs de sa mère, ou faire remarquer des trucs évidents pour tout le monde, mais qui font mal quand on les soulève. Ça a son importance et ça rappelle en permanence le côté tragique de l'univers. Et je dis ça littéralement, hein, le film est vraiment construit comme une tragédie. Et donc, vu que Seita est censé être un héros qui surmonte ses sentiments pour le bien commun, même face aux pires situations, ben son rôle à elle, c'est de canaliser et de sortir toutes les émotions qu'ils partagent tous les deux. C'est un peu la ligne de l'histoire, si vous voulez. C'est-à-dire que t'as le héros qui transforme ses émotions en force pour vaincre toutes les difficultés, et le personnage témoin qui représente un peu sa part d'humanité et son regard sur les choses. Et du coup, sans elle, ben le poids sur les épaules du héros aurait beaucoup moins d'impact, et le film lui-même en deviendrait beaucoup moins impactant. Bon, Seita il maîtrise pas le Hokuto Shinken, mais t'as compris. Au passage, j'ai vu des avis de gens qui la trouvaient un peu chiante à la longue, vu qu'elle se plaint et fait des caprices à plusieurs moments. Certains mettent même ça en point négatif, mais les mecs... Elle a 4 ans. Sérieux, je sais pas vous, mais j'ai connu des gosses de 4 ans bien plus chiants que ça, et ils subissaient pas la guerre, eux. Et pour un film qui se veut si réaliste, je suis même surpris qu'on réclame pas plutôt qu'elle pleure pas plus. Bon, et pour continuer sur ce qui peut sembler être un défaut, mais en fait c'en est pas un, la trivialité. Et l'un des exemples les plus marquants, c'est le rapport du film à la bouffe. Parce que ouais, quasiment à chaque scène, vous pouvez être sûr qu'un personnage mange, a faim, parle de nourriture ou effectue une action en vue d'en avoir. Sauf que justement, on n'est pas dans un autre film.
Et que dans un film sur la guerre, ça me semble pas excessif d'assimiler toute forme de nourriture à un espoir de survie. Voire de vie tout court. Ouais. Plus sérieusement, le film utilise parfaitement la technique que je vais appeler le minimalisme dramatique, même si c'est pas vraiment le même domaine. À savoir utiliser un élément dérisoire, voire complètement sans importance, pour symboliser et exploiter narrativement un élément dramatique majeur. Ici, on a tout d'abord les lucioles pour la vie des personnages, qui volent comme si elles dansaient de joie, mais qui sont très facilement écrasées par l'extérieur, et dont la chaleur et la lumière s'évanouissent dans la solitude malgré leur nombre. C'est pour ça que c'est le tombeau des lucioles. La bouffe, j'y reviens, qui marque l'espoir peu à peu perdu par les personnages malgré tous leurs efforts, genre quand il y a plus de bonbons. Ou de façon plus visuelle, les boutons de Setsuko qui la rongent et font pourrir son corps, faisant d'elle une âme innocente dans un corps décharné par la guerre à l'image de sa mère. Il y a même des trouvailles de mise en scène absolument géniales comme ce chant d'oiseau qui fait croire à un sifflement de bombe pendant une fraction de seconde, ou encore la couleur rouge des flash-forward de l'au-delà qui rappelle le coucher de soleil mais aussi l'explosion d'une bombe. Ce qui donne un double sens aux zones d'ombre dans lesquelles les personnages fantômes s'engouffrent, que ce soit les cendres de la mort ou la nuit du néant. Et au-delà de ça, tous ces éléments du quotidien prennent du sens quand on les oppose aux difficultés amenées par la guerre, vu que même le simple fait de se promener dans un chemin devient un danger mortel. La mort devient alors omniprésente, comme une ombre qui plane, tels les avions bombardiers sur le Japon. Et tout ça en soulignant sporadiquement au second ou au troisième plan que chacun vit cette guerre différemment, et que d'autres enfants ne vivent pas ces injustices pour contraster avec la condition des héros. Il y a d'ailleurs évidemment une sorte de réponse aux machines volantes enchanteresses et signes de rêve des films de Miyazaki, vu qu'ici on a une représentation froide de ce que l'on en fait durant la guerre. C'est pas aussi subtil et nuancé que dans Le Vent se lève, mais bon. Putain, je viens de réaliser, ce film c'est l'anti-Château dans le ciel en fait. Le film joue aussi très bien sur la montagne russe des émotions. Vous savez, là où les situations d'euphorie sont suivies par des moments dramatiques, ce qui renforce la perte d'équilibre vu qu'on passe directement d'une situation joviale à une situation triste, et qui sont ensuite elles-mêmes suivies par d'autres moments d'euphorie qui allègent le ton et donnent de l'espoir pour mieux refoutre un coup de pied dans la fourmilière. Et c'est particulièrement bien fait donc, vu que chaque scène joyeuse a une part d'ombre, comme le fait de voir Seita fantasmer sur le fait d'être soldat et de tuer pour son pays, et que chaque scène tragique soude d'autant plus les personnages et renforce leur détermination, jusqu'à la fin pessimiste, qui cette fois-ci n'est pas gratuite, on va y revenir. Il y a aussi toutes ces images poétiques qui transmettent des mini-messages dans le message global ou qui précisent une pensée sur la guerre, l'honneur, le Japon, etc. Il y a aussi les différents personnages secondaires qui sont toujours aussi fonctions mais qui, pour le coup, servent quand même un point de vue, en tout cas les différents points de vue et comportements durant la guerre. Et ils sont tous justifiés, même ceux qui sont les plus crus, les plus violents et qui peuvent paraître les plus injustes. Il y a l'animation aussi qui, du coup, est moins concentrée sur les mouvements fluides ou stylisés comme dans les films précédents, mais du coup apporte une direction artistique sur les expressions faciales qui est absolument énorme. Et c'est très très important dans un film qui se concentre sur la réaction des personnages à leur environnement. Il y a... Je peux pas tout dire. Non, sérieux, j'ai essayé et c'est pour ça que cette vidéo est en retard alors que j'ai eu tout le temps de l'écrire contrairement à la précédente. Je peux, malgré tout, pas tout dire. Déjà parce que le film est blindé avec du catching de références, de symboliques, de messages subliminaux incroyables, de moments touchants positivement comme négativement et de moments horribles mais qui nous fascinent quand même d'autant plus. Et du coup c'est évident que je peux pas tout analyser moi-même. Je peux pas faire un épisode d'entrée qui me prend des mois juste pour une seule vidéo comme ça. Mais en même temps, si je passais à côté de quoi que ce soit, j'aurais l'impression d'avoir foiré cette vidéo. Et secondo, on n'y pense pas tout de suite, mais... j'ai pas envie de revoir ce film encore et encore, bordel. Sans dire que jusqu'à présent, ça fait 3 fois que je le vois déjà, et c'est la boule au ventre à chaque fois, je me sens mal à la fin, ça me met mal à l'aise, ce film me met ultra mal à l'aise. Et je dis pas ça dans le sens gênant, ou plutôt dans un sens gênant, mais vraiment le sens pur du terme. C'est-à-dire que ça me rend inconfortable de voir ce film. Parce que forcément, quand on te met à la place de personnages qui vivent le pire de l'humanité, ou en tout cas un truc qui s'en rapproche, c'est compliqué. Je veux dire, moi, à la base, je fais surtout cette vidéo parce que les premiers que j'avais vus dans ma rétrospective Ghibli, ils étaient sympas, il y avait un côté enchanteur avec un vrai ton, etc. Là, putain, Apocalypse Seconde Guerre mondiale, c'est pas mon délire. Hein. Je veux dire, évidemment, c'est toujours cool de voir ce film, mais laissez-moi un peu de temps de décalage entre deux visionnages, quoi. Et il faut que cette vidéo sorte. Je veux dire, j'en ai marre de parler, de voir, de réfléchir autour de ce film. J'en ai marre d'écrire cette vidéo, tu sais quoi, je vais même pas finir mon texte, je coupe la vidéo, on finit pas, voilà. À moins que... Vous savez quoi? On va faire ce que tous les youtubeurs font quand ils ont la flemme de taffer sur une vidéo, sauf que cette fois-ci ce sera justifié.
On va faire un top 5. C'est parti pour le top 5 des meilleurs moments du Tombeau des Lucioles. Numéro 5. Bon, celle-là, elle va être facile et rapide, mais... On a une Brigitte Lecordier. On rentre à la maison? Oui, dépêchons-nous, papa doit nous attendre. 2 fois. Oh, vous avez vu? Ils ont fabriqué une balançoire. Oui, ça mérite une double place dans le top juste pour ça. Oui. Numéro 4. La scène des tout derniers bonbons. Bon, je vous ai assez répété que la bouffe dans ce film c'est l'espoir, alors vous allez juste voir cette scène en imaginant que la boîte de bonbons c'est l'espoir des personnages, et vous aurez le condensé de pourquoi je me suis très vite attaché au duo Seita-Setsuko. J'ajouterai juste que c'est une très bonne conclusion à la sous-intrigue de la boîte qui est présente dès la première scène pour nous intriguer et qui revient comme élément récurrent durant les 2 premiers actes. J'ai même envie de dire que c'est l'un des éléments de rupture majeure avec le 3ème. Numéro 3. La première nuit, puis le matin dans l'abri. L'une des seules scènes ayant un côté enchanteur qui en dit plus sur la sincérité des rêves et l'honneur ambitionné par Seita, et qui exploite par là même l'image des Lucioles en les assimilant à des lueurs de vie formant un navire puissant. Mais qui sont donc corrompus car montrant une image honorable et idyllique de la conquête et de la guerre, alors même qu'on est depuis le début dans un contexte où on voit les conséquences néfastes de cette volonté guerrière. Car à partir de là, seuls plus de morts mettront fin au conflit et à la misère qui font disparaître ces mêmes Lucioles utilisées pour la propagande. D'ailleurs, j'ai beaucoup perdu de mes cours d'histoire au lycée, mais ça me paraît pas déconnant comme message, sachant dans quel état était le Japon dans les années 40. Bref, c'est le message politique du film en une scène, voire même en un seul plan. À force de vouloir leur donner une image puissante et de l'utiliser, on n'a fait que creuser le tombeau des Lucioles. Moment qui est d'ailleurs suivi par une scène de transition brisant définitivement cet enchantement et faisant écho au numéro 2 de la liste. Numéro 2. J'en ai déjà parlé, mais la mort de la mère. Je trouve la réaction des gamins incroyable, le traitement de la mise en scène autour du cadavre incroyable, la cruauté avec laquelle c'est montré incroyable, le contexte incroyable. On pourrait se plaindre qu'on a vu la mère que 30 secondes au début, mais franchement on l'assimile tellement facilement à l'archétype de la mère aimante que ça passe crème. Bref, c'est la scène qui lance vraiment l'histoire, et c'est une entrée en matière à la fois horrible et géniale. Et numéro 1. Tout le final. Soit les 28,09 dernières minutes qui forment un tout que j'arrive pas à fragmenter et que si je l'avais fait, chaque seconde mériterait sa place dans le top. C'est vraiment toute cette fin qui plante le clou du spectacle sur le modèle de la tragédie antique. On est dans une décadence permanente et progressive qui mène les personnages aux enfers. La première étape étant le scellement du sort de Setsuko, qui meurt en réalité dès la scène où Seita outrepasse ses premières limites et décide de perdre son honneur en volant pour survivre, symbolisant son désespoir envers la cause de son père qui représentait pourtant son seul espoir d'avenir et qui le conduira à être tabassé et traîné dans la boue malgré ses bonnes intentions. Qui doute encore que la bouffe représente l'espoir dans ce film, sans déconner? Et là, t'as la scène où il craque. Setsuko. Et à ce moment-là, l'espoir est perdu. La maladie ronge de plus en plus la gamine, ou plutôt le cadavre ambulant de l'image de l'innocence qui n'a elle-même même pas pu garder espoir face à la misère qui pousse les hommes à se comporter en bêtes. La marche fatale de la mort est enclenchée. Le héros tente de lutter en vain, quitte à créer un espoir artificiel basé sur ce qu'il est prêt à faire de pire, quitte à foutre en l'air toute la moralité qu'il chérissait tant, sombre de plus en plus dans les abysses, il perd la raison même de sa lutte, qu'il finit par lui-même brûler. T'as cette putain de scène horrible. Et il meurt en espérant un repos éternel, contemplant avec sa sœur l'image du futur auquel il n'a pas pu accéder, lui et tous les enfants morts dans cette gare routière et dans tout le Japon. Putain, si ce film c'est pas la preuve ultime que les Oscars ça a jamais représenté le meilleur du cinéma, je comprends plus moi. Bref, ce film est un chef-d'œuvre de A à Z en passant par l'infini. Bon, évidemment, j'ai pas cherché à être autant impartial que dans les autres critiques, en trouvant autant de bons que de mauvais points, et en essayant de confronter le film, parce que, est-ce que c'est vraiment si utile de trouver, de dramatiser des pets de mouche dans un film aussi bon? Surtout si c'est pour partir dans du blabla politique à base de propagande japonaise, politico-guéro, machin, empire... Laisse tomber. Bref, voyez ce film. Pleurez ou sentez-vous démuni face à ce film. Ressentez des choses devant ce film, achetez ce film, mangez ce film, venez en discuter en commentaire, et moi je vous dis à la prochaine, ciao. Ah oui, au fait, la prochaine fois ce sera Je peux entendre l'océan, salut.
Ah putain, je devrais pas, mais je me sens obligé de poser la question. Ce docteur sans nom là, on dirait pas trop le docteur Mitchell dans Tom Sawyer?